Yo les Riders, dans cette vidéo on se retrouve pour continuer à explorer l'iceberg des posts Reddit les plus perturbants créés par l'utilisateur Chimsjaro. Au programme, 20 histoires plus horribles les unes que les autres. Et on commence tout de suite avec celle de l'utilisateur SnappedFingers. Le 27 octobre 2019, cet utilisateur poste un message sur le subreddit r/advice, un sous-forum sur lequel les redditeurs peuvent demander des conseils sur à peu près tout et n'importe quoi. Voici son intitulé. Je vois et j'entends des choses qui ne sont pas là. Ces derniers temps, je vois et j'entends des choses qui ne sont pas là encore plus que d'habitude. La plupart du temps, il s'agit de petites choses comme des araignées dans ma vision périphérique qui disparaissent quand je tourne la tête pour les regarder. D'autres fois, quand je suis dans mon lit, il y a cette chose qui a la grosseur d'un poing qui surgit comme un gros serpent sur le côté de mon lit et qui me regarde, pour ensuite redescendre et disparaître hors de ma vue. Chaque fois que j'essaye de chercher après, je ne trouve rien. Plus rarement, je vois des corps complets. Le dernier en date, c'était il y a 2 ou 3 ans pendant que je sortais les poubelles. La silhouette d'un enfant à 4 pattes a foncé vers moi pour disparaître quand je l'ai regardé. Et avant cela, il y avait eu cette grande silhouette nue et charnue qui marchait lentement à 4 pattes dans la pièce au bout du couloir et qui faisait à peu près la taille d'un homme. Toute mon enfance, j'ai eu ce truc qui faisait « ah » dans mon oreille. Ça me terrifiait, mais j'ai fini par m'habituer. Le fait de ne pas y réagir semble m'avoir débarrassé de cette chose. Parfois, lorsque j'essaye de m'endormir, un chien qui n'existe pas aboie directement dans mon oreille, chaque fois que je ferme les yeux. Une majeure partie de mon existence, j'ai vu et entendu des choses, mais dernièrement, les petites sont devenues beaucoup plus fréquentes. Principalement les araignées et les choses qui surgissent sur le côté de mon lit, ainsi que les petites ombres en mouvement. SnappedFingers explique que sa famille est très versée dans le surnaturel et que ses parents lui ont dit que ses hallucinations étaient des fantômes. Il préfère donc ne pas leur en parler car lui-même ne croit pas à cette interprétation. Il précise également qu'il ne veut pas consulter de médecin car ceux-ci l'ont déjà traité comme une expérience scientifique et il ne veut pas que cela se reproduise. Autrement dit, quand on lit tout cela, on a l'impression que le redditeur en question souffre de maladie mentale et plus probablement de schizophrénie. Une schizophrénie qui, malheureusement, n'est pas traitée. Voilà pour le contexte. On va maintenant assister à la descente aux enfers de ce redditeur, car vous allez voir que les choses ne vont pas aller en s'améliorant au fil de ses posts, loin de là. Quelques jours plus tard, SnappedFingers pose cette question pour le moins inquiétante. Si je m'arrache un doigt, pourrais-je le rattacher ensuite ou l'attacher ailleurs? Le contenu du thread dit simplement « titre » parce que j'ai besoin de le faire. Quelques minutes après ce message, il en poste un autre qui dit « En 2008, je me suis enfoncé une perceuse dans le bras ». Il y explique qu'il faisait du bricolage quand il a vu une forme noire s'approcher de lui et s'emparer de son bras. Pour se défendre, il a commencé à l'attaquer avec la perceuse qu'il avait en main, ce qui l'a blessé. C'est sous ce post qu'un utilisateur du nom de Opinions Cause Trouble lui suggère qu'il aperçoit peut-être une autre dimension. Ce à quoi l'OP répond « C'est marrant que tu parles de ça car ces araignées qui apparaissent parfois dans mon champ de vision périphérique, il m'arrive de les appeler des araignées interdimensionnelles. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est quelque chose à quoi j'ai déjà pensé. » Puis, il explique que l'autre jour, quelqu'un sur Discord lui a parlé d'une fusion interdimensionnelle. Il n'est pas sûr d'y croire, mais cela pourrait expliquer ses visions. À certains endroits, la réalité serait plus fragile et laisserait passer ces êtres interdimensionnels qui viennent juste jeter un coup d'œil. Un autre redditeur lui dit ceci. « Et chef, je sais certaines choses à propos de ces créatures interdimensionnelles et comment les arrêter. Regarde tes messages pour qu'on puisse en discuter sur Discord. » SnappedFingers répond. Oui, j'ai Discord et toute information est utile. Il y a quelqu'un qui s'y connaît bien sur le sujet, mais sa solution est un peu extrême. Je t'ajouterai quand je rentrerai chez moi. Déjà, je sais pas pour vous, mais ce genre de scénario avec une brèche dimensionnelle et des créatures qui s'en échappent, ça m'évoque directement Stranger Things. Un scénario fantastique donc. Mais le problème, c'est que SnappedFingers semble se laisser convaincre. Ces personnes sur Discord avec qui il discute vont lui assurer que non seulement une fusion interdimensionnelle est en train de se produire, mais que certaines des créatures venues de l'autre dimension s'accrochent à lui. Et la solution qu'il lui donne pour qu'elle le laisse tranquille est horrifiante. On va s'en rendre compte en lisant ce message que SnappedFingers poste sur r/Ritualistic Reddit le 24 novembre 2019. De quel type de sacrifice les êtres interdimensionnels ont-ils besoin pour vous laisser tranquille pour de bon?
Récemment, j'ai discuté de ce sujet avec des experts sur Discord, et apparemment, si je sacrifie une partie significative de moi-même à ces êtres interdimensionnels, ils me laisseront enfin tranquille. On m'a dit qu'un doigt suffirait à les bannir, mais je ne suis pas convaincu. Je ne sais même pas s'ils le prendront complètement avec eux ou si je pourrais le récupérer ensuite. Alors, de toute évidence, ces experts sur Discord trollent et manipulent Snapfingers. On s'en rend d'autant mieux compte que certains commentaires sous ses posts lui disent de revenir sur Discord et qu'il a une mission très importante qui l'attend. Cette mission, quelle est-elle? On va le voir apparaître dans les posts suivants du Redditeur. Le 31 mars 2020, il pose cette question. Y a-t-il vraiment un portail vers l'enfer dans les catacombes de Paris? Je pense que si ce portail existe réellement, il est peut-être responsable de l'incursion des nuées d'êtres interdimensionnels qui se répandent à travers le monde. J'ai économisé assez d'argent pour un billet d'avion et pour l'équipement nécessaire. Je n'ai pas encore réussi à trouver le moyen de fermer le portail, mais j'y travaille avec 2 personnes qui ont déjà réussi à fermer des portails par le passé. Dans les commentaires, un Redditeur lui conseille de reprendre son traitement, ce à quoi Snapfingers lui répond que ses médicaments ne changeaient pas grand-chose, et que le fait qu'il continue de voir ces êtres, même lorsqu'il les prenait, signifie qu'ils sont bien réels. Un autre commentateur lui dit que ce sont peut-être ces médicaments qui n'étaient pas efficaces, et il lui conseille de consulter un psychiatre. Mais cela ne fait pas changer Snapfingers d'avis. Dans un message publié le 23 avril 2020, il demande des conseils pour parcourir les catacombes de Paris par des itinéraires non officiels ou alternatif. Il explique « Dans quelques jours, je vais me rendre à Paris en contournant le confinement. Je vais là-bas pour fermer le portail vers l'enfer qui se trouve au plus profond des catacombes de Paris. Ce portail est responsable de l'incursion interdimensionnelle des enfers dans notre monde. Les êtres maléfiques qui viennent de ce portail ne peuvent pas être vus par tous, mais je peux les voir et ils ne sont pas gentils du tout. Ils peuvent passer sous votre porte et vous charger ou, lorsqu'ils sont petits, vous ramper dessus. Ces êtres n'appartiennent pas à notre plan d'existence. Et pourtant, quelqu'un a érigé ce portail sur lequel on a ensuite bâti. Je sais ce que vous risquez de penser, mais c'est bien réel. Ces êtres existent réellement. Et si j'étais à votre place, je penserais sans doute que le posteur est fou, moi aussi. Il détaille ensuite son équipement pour partir dans les catacombes et donne cette précision particulièrement inquiétante. J'envisage d'emporter avec moi une petite tronçonneuse pour sacrifier un membre si je me retrouve acculé par un être interdimensionnel de grande taille et que j'ai besoin d'une échappatoire rapide. Mais je n'ai aucun moyen d'arrêter l'hémorragie et comme mon départ approche, je n'ai plus trop le temps de trouver une solution. Le 28 avril, on trouve ce message étrange, posté encore une fois sur r/advice, dans lequel il demande comment se libérer d'une possession par un être interdimensionnel. Il y explique que des gens qu'il connaît sur Discord et qui l'ont aidé à préparer son voyage ont soudain changé d'avis. Je sais qu'ils sont possédés parce que quand je leur ai dit que j'avais payé les gens pour m'amener aux catacombes, ils se sont soudain opposés à l'opération, alors que nous l'avions planifié tous ensemble. Ce message semble indiquer que les personnes qui le trollaient sur Discord sont en train de se raviser, mais à ce stade, le Redditeur ne peut plus être arrêté. Dans un post suivant, le 5 mai, il dit qu'il est arrivé à Calais par bateau. Avec les restrictions dues au confinement, il explique qu'il a dû voyager par des voies détournées. D'ailleurs, et Snapfingers le précise à plusieurs reprises, la pandémie de coronavirus a été déclenchée par les êtres interdimensionnels pour l'empêcher de mener à bien sa mission. Son dernier message est posté sur le subreddit r/dimensionalbreach, un sous-forum qu'il a lui-même créé pour rassembler des connaissances permettant de faire cesser l'invasion des êtres interdimensionnels. Dans ce message, il annonce qu'il va pénétrer dans les catacombes d'ici quelques heures. Il se prépare mentalement et il s'est équipé. Son but est de revenir avec une vidéo de la destruction du portail infernal qu'il prévoit d'utiliser également pour créer un tutoriel. Il précise « On m'a demandé une estimation de quand je posterai une mise à jour. Je ne connais pas la taille des catacombes, mais je suppose que ça me prendra un jour ou deux avant que je revienne avec mes vidéos. » Après ce dernier message, Snapfingers ne donnera plus aucune nouvelle. Pendant plusieurs années, son histoire suscite les interrogations. Elle est racontée dans des vidéos sur YouTube et discutée dans d'autres posts sur Reddit. Tout ça jusqu'au mois de mai 2022, quand Snapfingers se remet soudain à poster. Il publie d'abord dans des subreddits dédiés aux jeux vidéo, puis sur le subreddit r/dimensionalbreach, il poste ce message qui dit « Pas de portail, pas de portail. Ne prenez pas exemple sur moi, il n'y a rien là-bas. Je n'ai fait que des erreurs, il n'y a pas de portail. »
Il détaille ses erreurs dans un dernier message posté en octobre 2022 et explique qu'il n'en veut à personne, pas même à ses anciens collaborateurs sur Discord. Il sait que de nombreuses personnes ont parlé de lui et il souhaite se distancer de tout cela. Sans le dire ouvertement, on peut d'ailleurs supposer qu'il supprime lui-même son compte Reddit, bien que son statut officiel, lorsqu'on vérifie aujourd'hui, dit qu'il a été suspendu. C'est sur cette note que se conclut cette plongée dans l'histoire fascinante de Snapfingers. Avant de passer au post suivant, un rapide débrief sur cette histoire. Comme toujours, essayer de déterminer si un récit est vrai ou inventé sur Reddit est très compliqué. Mais ici, et comme pas mal de monde, j'aurais tendance à penser que cette histoire est véridique. Pour moi, il y a plusieurs éléments qui font pencher la balance dans ce sens. Premièrement, le laps de temps sur lequel tout cela s'est mis en place. Entre son premier post et le moment où Snapfingers disparaît dans les catacombes, il se passe 6 mois. De plus, comme on l'a vu, plusieurs comptes interagissent sur Reddit pour tenter de l'influencer et de le ramener sur Discord. Bien sûr, c'est possible qu'une seule et même personne ait mis tout cela en scène, mais cela rend la chose quand même un peu moins probable. Le plus souvent, quand les gens trollent avec ce genre d'histoire, tout se déroule sur un laps de temps plutôt réduit, souvent sur une même journée. De plus, de manière assez classique, cela se termine par une disparition pure et simple du redditeur. Ici, c'est exactement l'inverse qui se produit. Après 2 ans, Snapfingers revient, dit qu'il s'est trompé et décide de clôturer son compte. Du coup, ça coupe tout le mystère autour de sa disparition et pour moi, c'est un argument de plus dans la balance qui me fait penser que cette histoire est vraie, bien qu'elle soit complètement dingue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je suis curieux de connaître vos avis. En passant, si cette série consacrée à l'iceberg de Reddit te plaît, laisse un like sous cette vidéo. Ça prend 1 seconde et ça m'aide énormément. Et abonne-toi en activant la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Merci énormément à toi et on continue. Slugs in Food. Un bref avertissement à propos de cette histoire. Il vaut mieux que vous ne soyez pas en train de manger pour l'écouter car elle risque de sérieusement vous couper l'appétit. Dans un message posté le 14 mars 2020, l'utilisatrice Smallbean197 rapporte « J'ai découvert que mon copain mettait des limaces dans ma nourriture et je ne sais pas comment le pardonner. » La posteuse explique qu'elle est en couple depuis 4 ans et il y a 1 mois et demi, elle a commencé à remarquer que son copain se comportait bizarrement. Voici ce qu'elle raconte. Il a commencé à disposer des fruits sur le sol du jardin et ça m'a semblé un peu bizarre, mais il m'a dit que c'était pour nourrir la famille de souris qui s'était nichée dans notre cabane. J'ai trouvé ça adorable et je l'ai donc aidé. Bref, il est devenu vraiment gentil avec moi il y a environ 2 semaines et il s'est mis à me cuisiner des plats, à me faire des gâteaux et autres. Et il ne cuisinait jamais avant cela, donc j'étais très heureuse qu'il ait trouvé un hobby. J'ai bien remarqué que parfois je me sentais malade et étourdi après avoir mangé, mais j'ai mis ça sur le compte de la fatigue ou de mes problèmes hormonaux. Bref, un de ses amis est venu me voir au travail aujourd'hui. Il m'a expliqué que mon copain s'était mis à récolter des limaces dans notre jardin grâce aux fruits et qu'il les mettait dans ma nourriture en les mixant. Il a même envoyé à son ami des photos de limaces dans un sac et des photos de limaces passées au mixeur. Bon, je vous l'ai dit, c'est pas une histoire à regarder en mangeant, mais continuons. Je me sens littéralement malade. Je ne comprends pas pourquoi il aurait fait une chose pareille, ça ne lui ressemble pas du tout. Je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça et il m'a accusé d'avoir regardé les messages dans son téléphone. Puis il s'est mis en colère en disant que je n'étais pas capable d'apprécier une blague. Je suis dégoûté. Je l'aime à mourir mais je n'arrive pas à comprendre sa manière de penser. Le lendemain, la redditrice fait une mise à jour. J'ai dû me rendre aux urgences tôt ce matin. J'ai fait des tests et j'ai un taux élevé de méthaldéhyde dans le sang. Alors, petite parenthèse, le méthaldéhyde c'est un composé chimique qui a un effet molluscicide. Autrement dit, c'est du poison pour tuer les limaces et autres gastéropodes. Le fait que la redditrice ait ça dans le sang indique qu'elle a dû manger des limaces qui avaient été empoisonnées. Voilà pour la petite touche sympathique en plus. Enfin, on peut ajouter que même quand elles ne sont pas empoisonnées, manger des limaces crues est extrêmement dangereux. Certaines transportent des parasites, des vers qui infestent ensuite le cerveau. Il y a d'ailleurs quelques cas relativement célèbres de personnes qui ont mangé des limaces crues, par exemple pour un défi, et qui en sont mortes ou restées très handicapées. Moralité, ne mangez pas de limaces, c'est dégueulasse. Bref, on poursuit. On m'a gardé en observation et j'ai des ulcères à l'estomac. J'ai pensé que c'était causé par le stress, mais les médecins m'ont dit que cela pouvait résulter de l'empoisonnement. J'ai contacté la police, déposé une main courante et répondu à plusieurs de leurs questions. Mon ex refuse de dire quoi que ce soit à la police ou à moi. Néanmoins, il a dit qu'il parlerait à son ami et seulement à lui. Il m'a ensuite avoué qu'il conduisait des expériences sur moi depuis qu'on avait emménagé ensemble quelques mois auparavant. Il a commencé par cracher sur mes toasts, puis il s'est mis à remplacer mon propranolol, des bêta-bloquants,
croquant par du sel. Je dois ajouter que c'était lui qui gérait mes médicaments. Il a aussi remplacé mes saucisses et nuggets végétariens par de la vraie viande. Un de mes escargots géants africains a disparu cet été. J'ai supposé qu'il s'était échappé car je laissais le couvercle de leur boîte ouvert. Mais il m'a avoué qu'en fait il était mort. Il l'a retiré de sa coquille et l'a mis dans un curry. Je me souviens vaguement du jour où il a fait ça, il riait à chaque fois que je mangeais le curry et ça m'a rendu vraiment parano. J'ai mis le curry dans la cuisine et je suis parti dans la chambre. Il l'a ensuite apporté à l'étage et m'a dit de le goûter. Je l'ai fait et j'ai réalisé qu'il avait ajouté beaucoup de piment. Il m'a alors expliqué qu'il riait parce qu'il avait ajouté du chili en poudre et que beaucoup trop était tombé dans le plat. Avec le recul, je pense qu'il a ajouté le piment pour couvrir le fait qu'il avait mis mon escargot dedans. Il m'a aussi avoué qu'il avait frotté ma brosse à dents dans les toilettes, mais qu'il l'avait lavé, car il s'était dit qu'il allait trop loin. La vache, l'histoire du curry à l'escargot, ça me fait penser à South Park et à l'épisode où Cartman fait manger ses parents à Scott Tenorman dans un chili. Au cas où vous auriez un doute, le petit ami de Smallbean 197 est en fait un véritable sociopathe. La réditrice le précise dans un commentaire. Il a été diagnostiqué avec un trouble de la personnalité antisociale hier, et il m'a avoué que pour lui, j'étais un moyen d'apparaître comme quelqu'un de normal aux yeux des autres. Il m'a manipulé pour me donner tout ce que je voulais, en tant que personne qui souffre d'un trouble de la personnalité borderline, de l'amour, de l'affection, des compliments. Il a commencé à me tester émotionnellement en me trompant pour voir comment je réagirais. Mais je l'ai pardonné et c'est alors qu'il a commencé ses trucs avec la nourriture, pour voir combien de temps ça prendrait avant que je tombe malade. Je suis sidéré. Je pensais le connaître, mais pas du tout. C'est un psychopathe. Il savait que j'étais vulnérable physiquement et mentalement, et il ne s'est occupé de moi que pour me torturer sans que je m'en rende compte. Dans une autre mise à jour, la réditrice dit qu'elle a trouvé un seau avec des limaces dedans, sous l'évier de leur cuisine. Je vais vous montrer la photo, mais vraiment, c'est pas un truc à regarder en mangeant. La voici. Bref, ce thread est vraiment écœurant, c'est le terme. Depuis, la réditrice a posté quelques updates, notamment un sujet expliquant qu'elle souffre désormais d'anxiété vis-à-vis de sa nourriture, car elle redoute qu'il y ait des limaces qui soient entrées en contact avec. C'est triste et en même temps tellement compréhensible. Le plus important, cela dit, c'est qu'aux dernières nouvelles, elle se portait bien. Voilà une histoire qui m'a fait frissonner très littéralement. Elle est postée le 9 septembre 2013 sur r/The Truth Is Here, un subreddit dédié aux rencontres faites avec l'inconnu et le paranormal. La réditrice, dont le compte a depuis été supprimé, rapporte une rencontre récurrente avec un homme mystérieux au contact duquel le temps semble se volatiliser. Elle explique qu'elle l'a vu pour la première fois lorsqu'elle avait 16 ans. Elle vivait à l'époque dans un complexe résidentiel et un soir, alors qu'elle promenait sa chienne Shasta le long d'une piste cyclable, elle a remarqué un homme. Voici comment elle le décrit. Il se tenait debout, un homme blanc d'environ 35 ans. Je ne pouvais pas voir ses yeux. Il ne faisait rien. Il ne fumait pas, ne promenait pas son chien, ne faisait même pas ses lacets. Il ne faisait rien du tout. Il portait une doudoune, il avait les mains dans les poches et il me fixait du regard. J'ai eu un petit rire et j'ai lancé 2-3 mots comme quand on croise un inconnu, mais il n'a rien répondu et il a continué à me fixer. Je l'ai contourné avec ma chienne et on a continué à marcher. Sauf que je suis devenue nerveuse et j'ai préféré couper à travers les arbres pour retourner à mon appartement. Je connaissais le chemin, mais le souci c'est qu'à partir du moment où j'ai quitté la piste cyclable, je ne me souviens de rien. C'est comme si j'avais cligné des yeux et que je m'étais soudain retrouvé dans le hall de mon immeuble, en train de tourner la clé dans la serrure de ma porte d'entrée. 3 ans et demi plus tard, la réditrice a 19 ans et elle est enceinte de 7 mois. Elle revient s'installer dans ce quartier qu'elle avait quitté entre deux, en compagnie de son fiancé. Un jour, elle descend les poubelles jusqu'à la benne à ordures et puis, j'ai refermé la benne et le couvercle s'est rabattu avec un gros bang quand j'ai entendu quelqu'un. J'ai levé les yeux et deviné qui se tenait là sur la piste cyclable. Et oui, l'homme blanc, la trentaine, toujours avec la même doudoune. Il avait un téléphone portable à l'oreille, mais pas un récent. C'était un vieux modèle à clapper, comme on en voyait avant 2005. Bref, il parlait au téléphone et il avait l'air furieux. Il insultait quelqu'un à l'autre bout de la ligne, une dénommée Lorraine. Mais vous savez comme les gens ont tendance à baisser la tête quand ils parlent au téléphone et à ne pas regarder les autres? Eh bien lui ne faisait pas cela. Il me regardait droit dans les yeux. On s'est regardé un instant, puis j'ai commencé à reculer et il s'est mis à marcher vers moi. Il a enlevé le téléphone de son oreille et il a commencé à le mettre en pièces. Il a arraché l'antenne, cassé l'écran et les a jetés avec rage sur le sol du parking, toujours en me regardant. Je me suis retourné, j'ai couru aussi vite que possible vers l'immeuble et je ne me souviens de rien de ce qui s'est passé après.
L'instant d'après, j'étais sur le lit de la maternité avec une intraveineuse dans le bras. Mon fiancé était là. Après la confusion initiale, on a réussi à retracer le fil des événements. J'étais rentré après avoir sorti les poubelles et j'étais calme. On a regardé un épisode de Battlestar Galactica, puis je me suis mis à vomir. Et après ça, j'ai commencé à avoir une forte fièvre. Donc on est allé à l'hôpital vers 5 h du matin pour s'assurer que tout allait bien. Pendant tout ce temps, j'étais parfaitement alerte et sur le chemin de l'hôpital, on a apparemment discuté de nos plans pour le Noël prochain. Les docteurs m'ont laissé ressortir 1 heure plus tard, j'avais la grippe. On m'a donné du Tamiflu et recommandé de me reposer et de rester à l'intérieur. Quand nous sommes arrivés sur le parking de l'immeuble, j'ai cherché le téléphone portable que l'homme avait laissé tomber. Il était bien là, mais on lui avait roulé dessus et il était brisé en une myriade de morceaux. J'ai rassemblé ce que je pouvais et il semble que ce soit un Nokia modèle 6085. La redditrice dit qu'elle n'a plus revu cet homme ensuite, jusqu'au jour où elle poste son message. Ce matin-là, elle entend quelqu'un qui frappe à la porte aux alentours de 8 h. Sa chienne se met à grogner, ce qui est inhabituel, alors la redditrice lui dit de se taire, puis elle va ouvrir la porte. Voici ce qui se passe ensuite. J'aurais dû regarder à travers le Judas, mais je ne l'ai pas fait et j'ai du mal à exprimer à quel point je le regrette. L'homme à la doudoune était de l'autre côté de la porte. Je me souviens m'être demandé en le voyant pourquoi porte-t-il encore ce manteau par le temps qu'il fait, mais après cela, je ne me souviens plus de rien. Je suis revenu à moi il y a 1 h 30, assise à la table de la cuisine. Il régnait une chaleur infernale dans l'appartement et j'ai constaté que le thermostat était réglé sur 32 degrés et soufflait de l'air chaud. Je n'étais plus en robe de chambre, j'avais enfilé ma tenue de travail comme si j'étais sur le point de partir. Mon bébé de 7 mois était dans son berceau et pleurait car il n'avait pas été nourri ni changé. Shasta était quant à elle allongée non loin et pleurnichait. Je me suis occupé du bébé et j'ai vérifié que ni le chien ni moi n'étions blessés. Ce n'est pas le cas, mais il y a du sang près de la porte. Je me demande si Shasta a mordu l'homme. Il est parti et, à ce que je peux voir, rien n'a été volé dans l'appartement. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Plusieurs redditeurs conseillent à OP de consulter un neurologue, car ce qu'elle raconte pourrait être lié à des problèmes médicaux, comme une tumeur au cerveau ou des crises d'absence. Pour certains, l'homme en doudoune serait ainsi une manière pour son cerveau de la prévenir, une sorte de signe annonciateur qu'une crise est imminente. Sauf que, ça ne colle pas. Si la redditrice dit la vérité, elle a retrouvé non seulement du sang sur le pas de sa porte, mais aussi un téléphone portable éclaté sur le parking de son immeuble. Des preuves physiques donc que ce qu'elle a vu n'était pas une hallucination. Mais en l'occurrence, on n'en saura pas plus, puisque le profil de la redditrice a depuis été effacé. Voici une histoire intrigante, celle de la découverte d'une mystérieuse pellicule de film dans des toilettes publiques. Elle est rapportée le 10 octobre 2011 par l'utilisateur Pictures123 dans un message qu'il poste sur le sous-forum r/AskReddit. La voici. J'ai trouvé une pellicule de film 35 mm dans un préservatif coincé derrière des toilettes publiques dans un quartier malfamé de ma ville. Que faire ? J'étais aux toilettes quand j'ai vu un objet logé dans le mur entre le tuyau d'évacuation et le carrelage. Il s'agit d'une bobine de film 35 mm en noir et blanc. J'hésite un peu à aller dans un magasin pour la faire développer car je n'ai aucune idée de ce qu'elle contient. Vous avez des suggestions ? Pendant plus de 3 heures, l'OP échange avec d'autres redditeurs. On apprend ainsi qu'un magasin local ne pourra pas développer ce film, car il ne développe en général qu'un seul type de film appelé C41. Et a priori ce n'est pas le même pour cette bobine de film 35 mm. Tout le monde sur Reddit se demande ce que peut bien contenir ce film. Certains lui disent qu'il s'agit probablement d'un document secret. Pour moi, ça ressemble à une boîte aux lettres morte. Les espions et les agents des services secrets étrangers s'en servent pour déposer des documents que quelqu'un d'autre récupère ensuite. Le préservatif sert probablement à protéger le film. Il y a peut-être des secrets d'importance nationale dessus. Après moultes échanges, le redditeur en arrive à la conclusion qu'il ferait mieux de développer le film lui-même. Il dit ainsi qu'il va rassembler l'équipement nécessaire, puis faire une mise à jour. Les redditeurs qui s'y connaissent un peu en développement photo le supplient de ne pas le faire lui-même, et il lui explique que cela va sans doute détruire la pellicule. Certains lui offrent de la développer pour lui, mais l'OP ne répond plus. Après ce dernier message, c'est le silence radio. Et encore une fois, un mystère de Reddit qui ne sera a priori jamais résolu. Hiding Place. Voici l'histoire que rapporte le redditeur LaterDayDude en réponse à un thread sur AskReddit qui demande aux urgentistes quelles sont les pires blessures aux parties intimes qu'ils ont eu l'occasion de voir. Lorsque j'étais en école de médecine, au service d'obstétrique et gynécologie, on a reçu cette fille qui venait du département psychiatrique.
On nous l'avait envoyée en gynécologie parce qu'elle sentait très mauvais. Ouais, vraiment. On n'a pas trop compris le motif de la consultation avant d'entrer dans sa chambre. C'était une jeune fille maigre, avec l'odeur de nécrose la plus infecte que j'ai jamais ressentie. Ça sentait tellement mauvais que la moitié d'entre nous a dû quitter la pièce. D'après le médecin référent, l'odeur était présente depuis plusieurs semaines, et ils avaient tout essayé, y compris de la forcer à prendre une douche pour y mettre fin. Et maintenant, ils l'envoyaient à notre service pour exclure tout problème gynécologique. Eh bien, ce qu'on a découvert en lui mettant les pieds dans les étriers, c'est que cette fille était anorexique. Et que pour cacher la nourriture qu'elle ne mangeait pas au personnel soignant, elle la mettait... Devinez où? Ouais, vous avez bien deviné. Bien sûr, elle nous a dit qu'elle n'avait rien mis là. Mais à moins qu'il existe une maladie qui fasse pousser des pommes de terre dans le vagin, elle mentait. On a extrait des quantités astronomiques de viande pourrie de la cavité vaginale de cette pauvre fille, dont une partie devait être là depuis un bout de temps, et on l'a mise sous antibiotiques pour soigner l'infection qu'elle avait bien entendu développée. Je vous passe les détails sur la description de l'odeur, mais d'après le médecin en question, c'était un mélange absolument atroce et qu'il ne pourra jamais oublier. Il précise d'ailleurs que parmi ceux qui ont réussi à rester dans la pièce avec la patiente, plusieurs ont fini par vomir tellement ça sentait mauvais. Il finit en disant qu'il se sentait désolé pour cette fille, non seulement pour l'état dans lequel elle se trouvait, mais aussi pour avoir été obligé d'observer les réactions de tout le monde à son contact. Cockroach. Cette histoire est juste... Je ne sais pas quel est le qualificatif adéquat. Le mieux, c'est que vous l'écoutiez. Elle a été postée le 4 octobre 2018 sur le subreddit r/tifu, qui signifie Today I fucked up, ou en français, aujourd'hui j'ai merdé. La voici. Aujourd'hui j'ai merdé en avouant à ma copine que j'imagine qu'elle est un cafard géant quand on fait l'amour. Depuis que je suis adolescent, j'ai un fantasme très intense, celui de faire l'amour avec un cafard géant. Ça a commencé en 3e ou en seconde, quand on a lu La Métamorphose de Franz Kafka. En pensant à l'espèce de cafard en quoi se transforme le personnage, je me suis mis à imaginer à quoi ça ressemblerait si c'était une femme qui se transformait en cafard. J'ai trouvé cette idée très excitante. Je me suis dit que je n'aurais pas été repoussé ou effrayé par elle comme les personnages de l'histoire. Je me suis dit qu'au contraire je prendrais soin d'elle. Puis mes pensées pour ce personnage ont commencé à devenir sexuelles. Je me suis mis à imaginer une espèce de cafard fictive. Des cafards géants de la taille d'une personne mais avec une intelligence complète. Avec le temps, je me suis même inventé une sorte d'ami imaginaire. C'était un de ces cafards et son nom était Octa. Je fantasmais souvent sur elle. Chaque fois que je me touchais, j'imaginais des scénarios élaborés où moi et Octa faisions l'amour. Quand j'ai commencé à avoir une vie sexuelle, j'ai réalisé que je ne pouvais pas, performer si je ne pensais pas à Octa. Et donc maintenant, à chaque fois que j'ai des relations avec une femme, je m'imagine qu'il s'agit en fait d'Octa. Je ne fais pas que penser à Octa, je me concentre intensément pour visualiser et imaginer que c'est avec Octa que je couche. Je ne veux pas penser à la fille du tout. Pour moi, il n'y a qu'Octa. Bien sûr, ces rapports ne pourront jamais être aussi excitants que mes séances imaginaires avec Octa, ses multiples appendices et antennes permettant des choses qu'aucune femme humaine ne pourra jamais égaler. Bref, je suis avec ma copine depuis environ 1 an. 3 ou 4 fois, j'ai essayé d'avoir des relations avec elle sans imaginer qu'elle était Octa, mais je n'y arrive tout simplement pas. Donc, grosso modo, chaque fois que nous avons des rapports, je m'imagine qu'elle est Octa. J'ai finalement décidé de lui avouer l'autre jour et j'ai été soufflé par sa réaction. Je pensais qu'elle le prendrait un peu mal au début, mais qu'elle s'y ferait. Mais non, je n'ai jamais vu un regard aussi dégoûté de ma vie. On peut dire qu'elle était complètement outrée. Depuis, elle ne répond même plus à mes SMS. J'ai peur qu'elle rompe avec moi et qu'elle commence à parler d'Octa aux gens. Je ne sais pas comment je pourrais affronter le regard des autres. Cela va sembler stupide, mais je m'en veux aussi d'être honteux, comme si Octa était attristée par cela, même si je sais bien évidemment qu'elle est imaginaire. Je ne sais tout simplement pas quoi faire à ce stade. Eh bien j'avoue que moi non plus, je ne sais pas ce que je ferai, du moins si cette histoire est vraie. Et vous, qu'en pensez-vous? J'aimerais vous dire que vous pouvez toujours donner vos conseils à cet utilisateur, I Love Roach, mais malheureusement son compte Reddit a depuis été suspendu. Cette histoire a été partagée le 22 septembre 2014 sur le subreddit r/Unresolved Mysteries, un sous-forum dédié aux mystères du monde. Elle a été postée dans un commentaire en réponse au thread suivant. Quel est votre mystère non résolu personnel? Le redditeur, dont le compte a depuis été supprimé, explique qu'il a vu Into the Wild en 2007. Ce film, basé sur l'histoire de Christopher McCandless, raconte l'immersion en pleine nature d'un jeune homme qui souhaite s'éloigner de la civilisation. Le redditeur a été influencé par cette histoire et a décidé de parcourir la partie californienne du Pacific Crest Trail une fois qu'il aurait terminé le lycée.
C'est en suivant ce sentier de grande randonnée qu'il s'est retrouvé dans la forêt nationale de Lassen, en Californie. Puis qu'un jour, il est tombé sur 2 personnes assises sur un rocher et habillées de blanc. Voici comment il les décrit. Leur visage était sale, leur apparence débraillée, et l'homme portait une longue barbe négligée. Tous 2 semblaient avoir la quarantaine. Ils ressemblaient aux gens qui ont kidnappé Elizabeth Smart. Sans rentrer dans les détails de cette affaire dont personnellement je n'avais jamais entendu parler, voici à quoi ressemblaient les 2 kidnappeurs. Leur éditeur poursuit en précisant que ce qui lui a semblé le plus étrange, c'est qu'il y ait quelqu'un à cet endroit de la forêt. En suivant son sentier de grande randonnée, il pouvait s'écouler des jours entiers, dit-il, sans qu'il ne croise personne. Il les salue en passant et eux le regardent sans rien répondre. Puis, leur éditeur installe son campement pour la nuit à quelques centaines de mètres de là. Comme il en a l'habitude, il suspend ses provisions à un arbre pour éviter que les ours ne viennent fouiller dedans. Le lendemain matin, il constate que sa nourriture a disparu et il réalise, en voyant des traces de pas, que ce sont les 2 personnes du rocher qui ont dû la lui voler. Il reprend son chemin, un peu stressé, mais en se disant que le couple devait avoir faim, et que s'ils avaient eu des intentions plus malveillantes, ils ne se seraient pas contentés de lui prendre ses vivres. Après quelques jours, il oublie plus ou moins cet incident, jusqu'à ce qu'il soit réveillé en pleine nuit par ce qu'il décrit comme des chuchotements frénétiques. Il se demande quoi faire, s'il doit crier qu'il a un revolver par exemple. Et puis il entend des pas qui se rapprochent de sa tente. Il s'apprête alors à sortir avec un couteau de chasse quand les bruits cessent, aussi vite qu'ils étaient apparus. Plusieurs jours passent et il se trouve désormais dans la forêt nationale de Shasta, à une centaine de kilomètres de l'endroit où il avait croisé le couple sur leur rocher. À cet endroit, il marche à flanc de montagne et, au-dessus de la cime des arbres, il peut voir le sentier serpenter sur des kilomètres. Il s'arrête pour boire de l'eau lorsqu'il remarque 2 randonneurs à des kilomètres derrière lui. 2 points blancs qui se déplacent sur le flanc de la montagne. En voyant cela, il se dit que c'en est trop et que son voyage est terminé. Il regarde où se trouve la ville la plus proche et le problème, c'est qu'elle est à 40 km de là. Alors, il accélère le pas pour se rapprocher le plus possible avant la tombée de la nuit. Quand il n'arrive plus à voir, il s'écarte autant que possible du sentier pour installer sa tente et passer la nuit. Au bout de quelques heures, il commence à entendre des chuchotements, des bruits de pas et des brindilles qui craquent. Puis une lampe torche éclaire soudain sa tente avant de s'éteindre. Complètement paniqué, il prend son couteau et sort de la tente en criant des trucs dans le noir. Puis il entend des bruits de pas qui se rapprochent et décide de s'enfuir à travers la forêt. Il court et finit par se cacher en dessous d'un tronc d'arbre. Il voit des lumières au loin et n'ose pas se relever avant que le jour soit levé, lorsqu'il est sûr et certain que les 2 personnes ne sont plus là. Il ne retourne même pas à son campement et prend le chemin qui le ramène à la ville la plus proche. Pour finir, le réditeur explique qu'il a signalé ce qui s'était passé à la police, qui lui a dit que plusieurs autres randonneurs avaient signalé qu'on leur avait volé des choses, mais qu'aucun d'entre eux n'avait été terrorisé comme lui. Et, pour autant que le réditeur sache, rien n'est jamais advenu de ce drôle de couple. Creepy Family. L'histoire qui suit a quelque chose de profondément perturbant. Elle a été postée sur le subreddit r/MITHasshole, où les redditeurs peuvent poster leurs histoires et laisser les autres décider si c'est eux ou ceux avec qui ils se sont disputés qui sont en tort. Le 28 janvier 2020, l'utilisatrice MorbidMommy11 pose la question suivante. Est-ce que j'ai tort d'interdire à mon mari et à mon beau-père d'assister à mon accouchement à cause de leur comportement extrêmement stressant et effrayant pendant ma grossesse ? Mon mari et moi attendons notre premier enfant, ce qui, pour lui, est un sujet très sensible, puisque sa propre mère est morte quand elle accouchait de lui. Nous avons consulté un conseiller conjugal au début pour discuter de la situation, et de son côté, il jure qu'il voit son propre thérapeute 2 fois par mois depuis le début de ma grossesse. Je ne veux pas le traiter de menteur, mais je suis persuadé qu'il n'y va pas, ou alors qu'il ne parle pas du problème majeur, le fait que lui et son père, qui jouent un rôle très actif dans nos vies, sont complètement persuadés que je vais mourir en couche. Ils ne veulent pas l'admettre ouvertement, mais leur comportement me stresse et me met mal à l'aise en permanence. Lorsque mon mari m'a dit « Assure-toi que ton assurance vie est à jour » ou « J'aimerais que tu vois un avocat pour rédiger ton testament », je lui ai dit « Ok, c'est un peu exagéré, mais si ça peut te rassurer, pourquoi pas ». Mais lorsque mon mari m'a demandé de faire l'inventaire de toutes mes possessions et de trier ce que je voulais garder pour le bébé et ce que je voulais rendre à ma famille en cas de décès, je lui ai dit que c'était hors de question. C'était beaucoup trop morbide. Mon beau-père, qui vit à quelques rues de là et dîne avec nous 2 à 4 soirs par semaine, m'a alors reproché de compliquer les choses pour mon mari, au cas où il se retrouverait veuf avec un nouveau-né. Je précise que ma grossesse se passe très bien et qu'il n'y a aucune raison de penser que je vais mourir en couche. Mon mari ne me croit pas, mais j'ai l'impression que mon beau-père a envie que je meure. Toute son identité, ces 35 dernières années, a été celle du père célibataire admirable, et on dirait qu'il a hâte de pouvoir guider mon mari à travers ce qu'il a lui-même vécu.
À ce stade, je serais sérieusement contente de ne plus jamais voir mon beau-père, et je ne veux certainement pas qu'il se trouve dans la salle d'accouchement, surtout depuis qu'il m'a dit qu'il s'en mêlait pour que je ne sois pas autorisée à recevoir une péridurale ou du gaz anesthésiant. Il a une présence imposante et je sais que tout ce qu'il veut, il l'obtiendra dans la salle d'accouchement. Je sais que les gens diront « Oh, les infirmières ne laisseraient jamais cela se produire », mais vous ne connaissez pas cet homme. Mon mari, en plus de soutenir son père à tous les niveaux, se comporte comme si la date de mon accouchement était celle de mon arrêt de mort, et il s'est éloigné de moi. Chaque minute passée avec lui est morbide, stressante et me rappelle que notre mariage semble s'effondrer. J'ai beau lui dire que son comportement me stresse et m'énerve, il ne fait qu'empirer. Et je ne veux pas qu'il soit à côté de moi pendant que je me concentre sur mon accouchement. Est-ce que je devrais laisser à mon mari le droit de me stresser et de me perturber pendant l'accouchement? Est-ce que sa présence est plus importante qu'un accouchement sûr et sain? Mon thérapeute me répond que non, mais tout cela est tellement bizarre que j'ai l'impression d'avoir besoin d'un point de vue extérieur. Bon, déjà la plupart des redditeurs la rassurent. Dans cette situation, ce n'est pas OP qui est en tort, mais plutôt son mari, et en particulier son beau-père. Les deux hommes ont sans doute été traumatisés par ce qui leur est arrivé, mais ce n'est pas une raison pour se comporter comme si OP allait mourir elle aussi. On apprend d'ailleurs dans les commentaires que le mari lui a fait enregistrer une vidéo, du genre de celle qu'un patient en phase terminale laisse pour après sa mort. OP a accepté, mais c'est quand son beau-père s'est mis à trier ses affaires qu'elle a dit stop. Bref, la redditrice refuse de prendre part au plan qui partent du principe qu'elle va mourir en accouchant. Et c'est bien compréhensible. Mais la paranoïa va un degré plus loin pour certains, qui lui conseillent de donner une procuration à sa mère pour que ce soit elle qui puisse prendre les décisions médicales si quelque chose se passait mal le jour de l'accouchement. Pour conclure, comme souvent avec ces comptes jetables, on n'obtiendra pas le fin mot de l'histoire. L'accouchement de Morbid Mommy 11 s'est-il bien déroulé? C'est évidemment tout ce qu'on lui souhaite. Voici l'histoire étrange du redditeur Rare Drum Ladissimo, un pseudonyme qui, éplé à l'envers, donne Homicidal Murderer, soit meurtrier homicidaire en français. À partir de 2008 et pendant plus de 10 ans, cet utilisateur a posté le même message dans lequel il partage ses dessins. J'ai 54 ans, jamais marié, je loue une petite chambre et rien ne m'apporte aucune joie sauf mon art. Mon art est loin d'être bon et puisque je n'ai personne avec qui le partager, laissez-moi le partager avec vous. Voici quelques-uns de ses dessins. Je ne vous montre pas les plus sombres ou les plus violents, mais ceux que vous voyez ici reflètent plutôt bien sa production. Il y a quelque chose qui s'en dégage, une noirceur, un désespoir, une intention qui à la fois inquiète et perturbe. Quoi qu'il en dise, ces dessins sont des œuvres d'art. Ils reflètent l'état intérieur de l'artiste et parviennent à toucher celles et ceux qui les découvrent, comme en témoignent les nombreux commentaires laissés sous les posts du redditeur. Je vous laisse encore en admirer quelques-uns. Ah, et cette musique que vous entendez, c'est de lui aussi. Dans un message intitulé « Permettez-moi de lever le rideau », il donne des précisions sur sa vie, que je vais vous résumer brièvement. Il y explique que lorsqu'il avait 4 ans, son père a quitté le foyer, car il entretenait secrètement une relation avec son patron. Sa mère a sauté d'un pont et il est parti vivre avec son père et son amant. Pendant qu'il grandissait, son père lui interdisait de montrer le moindre intérêt pour les filles et tentait de le pousser vers les individus de son propre sexe. Des années plus tard, quand il a eu 18 ans, le redditeur lui a avoué qu'il n'était pas intéressé par les hommes. Ils se sont tous les deux disputés au point que son père a menacé de sauter lui aussi. En réalisant qu'il s'agissait du même pont que celui évoqué plus tôt à propos de sa mère, le redditeur a senti quelque chose se briser en lui. Il finit son post de cette manière. « Après cela, j'ai perdu tout désir pour ce que la vie avait à offrir. J'ai décidé de disparaître dans un coin de néant jusqu'à ce que ma vie arrive à son terme. » Le dernier message du redditeur est posté en 2019 alors qu'il est âgé de 64 ans. C'est le 99e message sur le même modèle. Depuis, il n'a plus donné aucun signe de vie. Husband Notebook. Ce message est posté le 17 juillet 2017 sur le subreddit r/relationships. Sous le pseudo Secret Notebook, une redditrice partage une découverte perturbante, celle d'un carnet dans lequel son mari tient note de toutes les femmes qu'il rencontre. La redditrice explique qu'elle faisait le ménage et rangeait les vêtements de son mari dans une armoire quand elle est tombée sur un carnet caché sous les piles de vêtements. Voici ce qu'elle raconte.
Ce que j'ai découvert est vraiment creepy. Le carnet est presque rempli et j'ai vu les noms de ses amis, de mes amis, de personnes avec qui il travaille, de membres de nos 2 familles et de femmes inconnues avec qui il a interagi dans la vie de tous les jours, comme la caissière du Walmart ou l'assistante au drive-in du Burger King. Il y a aussi des femmes avec lesquelles il n'a pas interagi. Par exemple, femmes que j'ai croisées devant tel magasin dans telle rue. Après avoir écrit leur nom, la date et l'endroit où il les a croisées, il prend des notes détaillées sur leur apparence physique, ce qu'elles portaient, leur coiffure et leur maquillage. Les notes les plus détaillées concernent leur corps et la forme de certaines parties comme leurs seins et leurs hanches. Il commente leur poids, leurs proportions, note si leurs seins, leur taille ou leurs fesses sont attirantes, la façon dont leur tenue cache, révèle ou met en valeur ces attributs et il les classe parfois sur une échelle allant de 1 à 10. Je n'ai pas tout lu, il y avait des pages et des pages de cette saloperie, mais j'en ai vu assez pour me faire une idée générale. La réditrice explique qu'elle n'a jamais soupçonné son mari de la tromper et qu'elle ne l'a jamais surpris en train de flirter avec une autre. Donc elle ne comprend pas ce qu'il peut faire avec un carnet de notes comme ça. C'est quelque chose dont elle n'a jamais entendu parler et étant donné que le cahier en question date de seulement quelques mois, ça laisse supposer qu'il en a rempli d'autres, sans doute beaucoup d'autres auparavant. Tout se passe bien entre eux dans la vie de tous les jours comme au lit, donc elle ne sait vraiment pas quoi en penser, ni si elle doit lui en parler. Certains réditeurs suggèrent qu'il s'agit peut-être d'un trouble obsessionnel compulsif. L'utilisateur Bamboo Canoe demande par exemple « Est-ce qu'il a été diagnostiqué avec des troubles mentaux ou du développement ? J'avais un collègue, un type agréable, qui entretenait une obsession similaire mais pour les trains. Plusieurs des réditeurs lui suggèrent d'en parler avec son mari, mais a priori nous n'aurons jamais la réponse puisque l'OP a depuis effacé le message et supprimé son compte. L'utilisatrice est Okimom. Il s'agit ici d'une triste histoire de fait divers, celle d'une réditrice qui, comme l'annonce le post réalisé en son honneur sur r/Dead Redditors, a été la victime d'un meurtre perpétré par ses 2 fils. L'histoire est hallucinante. La réditrice postait beaucoup sur le site et elle parlait notamment de sa famille et de ses 7 enfants qu'elle adorait. Ce sont 2 de ses fils, Robert et Michael, qui, à l'âge de 16 et 18 ans, vont décider de massacrer leur famille et de réaliser le plus grand carnage possible dans l'unique but de devenir célèbres. Au final, Robert et Michael assassineront 2 de leurs frères, une de leurs sœurs, leur père et leur mère donc, connue sur Reddit comme l'utilisatrice Aoki Mom. Connaître son destin tragique rend la lecture de ce message, posté quelques mois avant sa mort, encore plus triste. J'ai 7 enfants et nous avons toujours vécu avec un seul revenu sans aucune aide gouvernementale. Je n'aurais jamais fait le choix de renoncer au moindre de mes enfants pour avoir plus d'argent. Ce sont des personnes extraordinaires et le monde bénéficiera de leur présence. Et rien de ce que je pourrais acheter n'est comparable à la chance de donner la vie à quelqu'un. Girlfriend loves her dad. Voici une histoire pour le moins dérangeante. Le 22 juillet 2014, l'utilisateur Throw530 poste ce message sur le subreddit r/relationships. Je pense que ma petite amie, qui a 21 ans, couche avec son père. Le redditeur explique qu'il est en couple avec sa copine depuis 2 ans et que tout se passe très bien, notamment sur le plan intime. Elle aime bien les jeux de rôle, notamment, et parfois elle l'appelle Daddy pendant qu'ils font l'amour. Maintenant, passons à la partie perturbante de ce post. L'OP rapporte que récemment, le père de sa copine est venu leur rendre visite pour quelques jours. En général, on fait l'amour tous les soirs, mais comme son père était là, elle préférait s'abstenir car elle n'aimait pas l'idée qu'il puisse nous entendre. Cela m'a semblé tout à fait compréhensible. Donc, la première nuit, après que nous nous soyons mis au lit, elle m'a dit qu'elle allait faire un tour dans la chambre d'amis pour discuter avec son père. Au bout de 20 minutes, je me suis levé pour aller aux toilettes, qui se trouvent tout près de notre chambre d'amis. Je m'attendais à entendre une conversation entre 2, mais je n'ai rien entendu du tout. Je n'y ai pas fait spécialement attention. Puis, quand je me suis réveillé, ma copine était à côté de moi dans le lit, je m'étais donc endormi avant qu'elle revienne. C'est la 2e nuit, hier soir, que les choses sont devenues plus étranges. Nous nous sommes tous les 2 mis au lit, mais elle n'est pas allée tout de suite voir son père. Je pense qu'elle a attendu que je m'endorme. J'avais les yeux fermés et je lui tournais le dos quand elle m'a donné un petit coup de coude pour me demander si j'étais toujours réveillé. J'étais proche de l'endormissement, alors je ne lui ai pas répondu. Puis elle s'est levée et elle est partie, ce qui m'a encore plus réveillé. J'ai supposé qu'elle allait aux toilettes. Environ 20 minutes se sont écoulées et j'ai commencé à avoir besoin d'aller aux toilettes moi aussi. Elle n'y était pas, donc elle devait être en train de discuter avec son père. Je me suis rapproché de la porte pour voir si je pouvais les entendre parler. Et cette fois-ci, ce n'était pas silencieux. Je ne sais pas quoi en penser, mais je pense avoir entendu le matelas grincer et ce qui ressemblait à un gémissement. J'ai commencé à me sentir extrêmement mal. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait.
Je voulais entrer voir ce qui se passait, mais j'avais trop peur qu'au cas où il ne fasse rien de mal, je passe pour le malade qui les soupçonne d'inceste. Je n'ai pas pu dormir du reste de la nuit, trop de pensées se bousculaient dans ma tête. Puis elle est revenue environ 1 heure plus tard. J'ai gardé les yeux fermés et elle s'est endormie sans dire un mot. Son père reste encore une nuit de plus. Je ne supporte plus de les voir ensemble tous les deux, ça me rend malade. Je n'ai aucune idée de quoi faire. Dois-je entrer pour tenter de les surprendre? Je ne sais pas ce que je ferai s'ils font ce que je pense qu'ils font. On comprend le désarroi de l'OP, mais comme le suggèrent plusieurs redditeurs, peut-être que ce n'est même pas son vrai père, mais un sugar daddy, c'est-à-dire un homme plus âgé avec lequel elle entretient une relation en échange d'avantages financiers. L'OP ne donnera pas beaucoup plus d'informations, si ce n'est sous la forme d'un commentaire, 2 ans plus tard, qui dit très exactement ceci. Je ne poste pas beaucoup sur Reddit, mais quand je le fais, c'est soit pour discuter de mon ex-petite amie incestueuse qui me trompait avec son père, soit pour avoir une chance de gagner des écouteurs ZTX12. On a donc la réponse sur la véritable nature de leur relation. Passons à la suite. Ici, nous allons faire connaissance avec l'utilisateur Menu Messages, qui doit être un des premiers redditeurs sur lesquels je tombe et qui a un karma négatif, à -14. Ce redditeur va poster un premier message le 13 juillet 2017 sur le subreddit r/relationships, dans lequel il explique que sa collègue est dans une relation abusive et qu'il a besoin de conseils pour lui en faire prendre conscience. Il explique ainsi qu'il est manager dans une organisation caritative et qu'il a pris sous son aile une jeune et jolie employée qu'il décide de surnommer Jennifer. Jennifer a tout de suite démontré d'excellentes aptitudes dans son travail. Elle apprenait très vite et il la considérait comme une amie. Ils s'envoyaient des Snapchats, partageaient parfois des happy hours après le travail et il explique qu'il l'a même présenté à sa mère un jour que sa mère était en ville. Maintenant, voilà le problème tel que le décrit Menu Message. Environ 2 mois après qu'elle nous ait rejoints, j'ai découvert qu'elle avait un petit ami. Pour être clair, je ne suis pas intéressé d'un point de vue sentimental et je me fiche qu'elle est un petit ami. Je me moque vraiment qu'elle est un petit ami, mais je me suis senti un peu manipulé parce qu'elle ne l'a jamais mentionné avant. J'avais un peu de mal à lui faire confiance après ça, mais elle était toujours une excellente employée et le fait qu'elle ait un petit ami n'y changeait rien, car apparemment elle était avec ce type depuis 5 ans. Les mois passent et tout va pour le mieux, à tel point que j'envisageais de la recommander pour une promotion. Puis, il y a environ 2 semaines, la branche principale de notre groupe a organisé un gala de collecte de fonds. J'ai demandé à Jennifer si elle voulait m'accompagner et elle a accepté. Le soir du gala, j'ai appelé pour savoir quand passer la prendre et elle m'a répondu que son petit ami était en ville et que c'était lui qui la déposerait. C'est le premier red flag que j'ai remarqué. Ce type a si peu confiance en lui qu'il ne peut même pas laisser son cavalier l'amener à ce gala. C'est un problème. Mais je lui ai dit d'accord et qu'on se retrouverait là-bas. J'arrive au gala et je commence à me mêler aux autres invités. Elle finit par arriver, mais je ne vais pas vers elle. Honnêtement, j'étais encore embêté par ce qui s'était passé plus tôt, et je voulais que ce soit elle qui vienne me voir pour s'excuser. Elle s'est approchée de moi et nous avons parlé, mais elle ne s'est jamais excusée pour ce qu'elle avait fait. C'est alors que j'ai remarqué le deuxième red flag. Jennifer et moi discutions avec un autre couple quand elle s'est excusée pour répondre à un appel de son petit ami. J'ai trouvé ça impoli et elle n'avait jamais fait quelque chose comme ça avant. Un peu plus tard, elle revient et me dit que son petit ami vient la chercher et qu'elle repartira plus tôt. Troisième red flag. Alors, récapitulons les red flags relevés par Menu Message. 1. Son petit ami la dépose en voiture. 2. Elle répond au téléphone à son petit ami. 3. Elle repart un peu plus tôt que prévu, sans doute parce qu'elle ne passe pas un moment aussi agréable que le posteur l'imagine. Bref, de ces 3 red flags supposés, Menu Message en déduit qu'elle est malheureuse en couple et que son petit copain la maltraite. Mais continuons avec l'arrivée du petit ami en question. Sans déconner, cet idiot s'est pointé en short et en t-shirt. J'ai fait une blague sur le fait qu'il ne devait pas se sentir très à sa place. Il a répondu quelque chose comme « Non, on va pas rester, donc c'est pas grave ». J'ai poursuivi en disant « Il y a des gens très importants ici ». Et sa réponse a été quelque chose du style « J'ai déjà rencontré des sénateurs en tongs, je pense que ça va aller ». Sérieusement, ça me met en rage rien que d'écrire ça. Il m'a pris complètement à rebrousse-poil. Bref, tandis qu'elle partait, je lui ai dit de me prévenir quand elle serait chez elle, pour savoir qu'elle était bien rentrée. On approche de minuit et elle ne m'a toujours pas envoyé un seul message. Je lui ai donc renvoyé un texto, sans réponse. Je lui en ai envoyé encore un autre vers 1 h du matin, en lui disant que j'étais inquiet et qu'elle me dise juste si elle était bien rentrée. J'ai du mal à dormir cette nuit-là parce que je suis sincèrement inquiet. C'est le genre d'homme que je suis, vous voyez. J'ai besoin de savoir que mes amis vont bien, sinon ça me tracasse. Le lendemain matin, elle n'a toujours pas répondu.
Donc dimanche soir, j'ai renvoyé un message expliquant en détail à quel point j'étais bouleversé par la façon dont elle me traitait. J'ai également ajouté que le contrôle que son petit ami exerçait sur elle me faisait perdre le respect que j'avais pour elle. Bien sûr, elle n'a pas répondu. Inévitablement, lundi, nous nous voyons au travail et elle me confronte dès qu'elle arrive. Elle me dit que je l'ai mise mal à l'aise et qu'elle veut simplement terminer ses 2 mois de formation sans aucun contact avec moi autre que professionnel. J'étais vraiment bouleversé au début, mais depuis, j'ai beaucoup lu. Lorsque quelqu'un est dans une relation abusive, il cesse de voir le monde tel qu'il est et il ne le voit que de la façon dont l'agresseur le veut. Ma question est la suivante. Quelle est la meilleure manière de lui faire part de mes inquiétudes pour elle? J'ai parlé à ma mère et nous sommes tous les deux d'accord pour dire qu'il serait préférable qu'elle soit là lorsque j'aborderai Jennifer. Et si nous avons cette conversation et qu'elle refuse toujours de rompre avec son petit ami abusif, quelles sont les mesures que je devrais prendre? Pour être franc, je ne suis pas sûr de pouvoir rester ami avec elle si elle continue à sortir avec lui. Et voilà, vous avez toute l'histoire. Et je ne sais pas ce que vous en avez pensé en l'entendant, mais vous allez voir que les redditeurs n'y vont pas de main morte avec menu message. Il prend cher, on peut le dire. Les redditeurs lui font remarquer que si Jennifer est prise dans une relation abusive, c'est sans doute avec lui et pas avec son petit ami. De plus, son comportement en tant que manager est complètement déplacé. Elle a probablement accepté les choses que lui demandait OP en grande partie parce qu'il était son boss. C'est donc lui qui collectionne les red flags, mais qui ose dire que si Jennifer ne rompt pas avec son copain, il aura du mal à rester ami avec elle. Comme le dit un des commentaires, « Elle a déjà dit qu'elle ne voulait plus être amie avec toi. Il n'y a plus d'amitié à laquelle mettre un terme, elle est déjà finie. » Pour plusieurs redditeurs, le poster correspond en fait à la définition du nice guy. Et c'est d'ailleurs sur le subreddit r/niceguys qu'on trouve le meilleur résumé de son post. Un poster sur r/relationships prétend que sa collègue, pour laquelle il n'a aucun sentiment, est maltraitée par son Chad de petit ami. Comment le sait-il? Parce que c'est le Chad qui l'a conduite à un événement professionnel à sa place. En passant, si vous vous demandez ce que c'est qu'un nice guy, le sub donne cette définition. Les nice guys rabaissent les autres tout en exprimant une opinion favorable d'eux-mêmes. C'est en particulier le cas par rapport aux femmes et par rapport à leurs petits amis. Autrement dit, exactement comme le fait Menu Message dans son post. Lui se définit comme le chevalier blanc qui ne dort pas de la nuit car il s'inquiète pour son ami, tandis que son petit copain serait un manipulateur qui abuse d'elle. Après cette bonne douche que prend l'OP, voyons maintenant le deuxième message qu'il poste le 3 août 2017, soit une vingtaine de jours plus tard, dans le subreddit r/True of My Chest, qui est un sous-forum où les redditeurs peuvent partager ce qui leur pèse. Voici le post d'OP. Pourquoi ai-je seulement essayé? Satané garce! J'ai 10 ans de plus que toi dans cette profession. J'aurais pu t'aider à avancer dans ta carrière. Et maintenant, tu balances des conneries sur mon dos? Tu sais les relations que j'ai dans ce milieu? Je vais te ruiner et m'assurer que tout le monde sache à quel point tu étais une employée horrible. Essaie de garder tes jambes closes pendant quelques minutes pendant que je répare les dégâts que tu as causés. Oh, et merci de ne pas être venu à mon match de boxe, même si on en avait parlé pendant des mois et que tu avais dit que tu viendrais. Cela ne fait que confirmer que tu n'as jamais été une amie et que tu t'es juste servi de moi. Bref, pas besoin de lire tout le message, vous voyez le genre. Mais ce qui est drôle, c'est que Reddit ne l'a pas oublié. Un des commentateurs lui dit: J'espère qu'elle s'est plainte aux ressources humaines. C'est dur à dire, mais ton comportement mérite vraiment que tu perdes ton job. Laisse-la tranquille et fais-toi aider. T'es pas bien dans ta tête. Et beaucoup d'autres commentaires sont dans le même ton. Mais bref, Menu Message crée un dernier post le 26 septembre 2017, presque 2 mois plus tard, qui s'intitule « Quand tu verras enfin la lumière, je ne t'attendrai plus au bout du chemin ». Le texte en lui-même est lunaire, c'est un message plein de regrets où ils rêvent à ce qu'ils auraient pu accomplir tous les deux et à quel point leur relation avait bien commencé. Le mec est toujours à fond dans son monde et je vais juste lire ces 2 petits passages, vers le début puis vers la fin de son post. Je me souviens comme si c'était hier quand tu es entrée dans le bureau, nerveuse, peu sûre de toi, mais belle quoi qu'il en soit. Je me suis immédiatement présentée, c'est quelque chose que je ne fais jamais car je dois maintenir un rôle d'autorité. Mais il y avait quelque chose chez toi de différent, du moins c'est ce que je pensais. Ensuite, comme on peut s'y attendre, il regrette qu'elle ait été faible, qu'elle se soit laissée manipuler par son copain. Et surtout, il regrette qu'elle ne soit pas venue le voir à son match de boxe alors qu'elle avait promis. Son comportement le dégoûte. Puis il termine avec ce petit laïus. Tu as pris cette décision. Tu l'as choisi lui plutôt que ton avenir. Tu l'as choisi lui plutôt que ta carrière. Tu l'as choisi lui plutôt que tes amis qui tenaient vraiment à toi. C'est triste et pathétique, vraiment. Je me sens mal, mais aussi amusé et en colère. Et comment dire? Oui, on peut partager ce constat, c'est triste et pathétique. Et on se sent à la fois un peu amusé et en colère en lisant ce qu'il écrit.
Mais surtout, il y a un commentaire très drôle qui cite Lopé quand il dit « Tous les deux, on aurait pu construire un empire ». Le commentateur répond « C'est sans doute le truc le plus délirant que je t'ai vu écrire depuis que tu es apparu avec ton histoire creepy il y a 2 mois. C'est comme si Dark Vador disait à Luke de le rejoindre et qu'ensemble ils pouvaient régner sur l'univers. S'il te plaît, fais-toi soigner. » Bref, à travers l'historique des posts de menu message, on a une sorte d'aperçu de la mentalité d'un nice guy qui, et c'est là que c'est le pire, est dans une position de supériorité hiérarchique. C'est édifiant et perturbant en effet. Cela dit, cela reste beaucoup moins perturbant que l'histoire qui va suivre, et qui est une histoire de harcèlement particulièrement vénère et creepy. Le 5 mars 2013, l'utilisatrice Sweet Mercy partage son histoire sur le forum r/letsnotmeet. La voici. En 1978, une semaine avant mon 10e anniversaire, je revenais de l'épicerie quand un homme que je n'avais jamais vu m'a rejoint et s'est mis à me parler. « Salut », m'a-t-il dit joyeusement, « je suis le docteur Ramsey, je suis pédiatre. Tu sais ce que c'est qu'un pédiatre ?» J'ai marché en silence, sans répondre, en espérant qu'il me laisserait tranquille. Mais il a continué à bavarder. « Est-ce que tes parents cherchent un pédiatre pour toi ? Bien sûr, tu es presque une grande fille maintenant. Tu auras bientôt besoin d'un autre type de médecin. Mais ils peuvent toujours t'amener chez moi en attendant. Comment t'appelles-tu ? Tu as de beaux cheveux. J'allais chercher des sucettes dans le bocal à friandises de mon cabinet. Tu aimes les sucettes ? Heureusement, on approchait de chez moi, alors j'ai couru, monté les marches et suis rentré dans la cuisine. Je ne le savais pas encore, mais c'était le début d'un long calvaire très effrayant. Le docteur Ramsey a commencé à nous rendre visite. Au début, ça semblait presque anodin, du moins aux yeux d'une enfant. Il passait presque tous les jours en voiture, souriant et nous saluant de la main. Je l'ai dit à ma mère, qui a répondu que c'était peut-être le chemin de son travail. Mais ensuite, les appels téléphoniques ont commencé. Un jour, mon père m'a appelé et fait asseoir. Il m'a posé des questions sur la fois où le docteur Ramsey m'avait suivi, et il m'a demandé si je lui avais parlé. Je lui ai dit que non, et il m'a répondu « Alors, comment connaît-il ton nom ?» Je ne le savais pas. Il s'est avéré qu'il savait beaucoup d'autres choses. Il connaissait aussi le nom de ma sœur. Très vite, ni ma sœur ni moi ne fûmes autorisés à répondre au téléphone. Il appelait plusieurs fois par jour. Un soir, un de mes frères nous a dit qu'il racontait à mes parents qu'il allait nous faire du mal. Les choses se sont compliquées après cela. Mon père a appelé la police, mais comme il n'y avait pas de loi sur le harcèlement à cette époque, il ne pouvait pas faire grand-chose. Ils ont dit à mes parents de rappeler si jamais ils tentaient quelque chose. Mon père a alors appelé un de ses amis de l'époque, qui était devenu flic. Tout le mois suivant, cet ami de mon père m'a accompagné pour aller et venir de l'école. Soudain, la vie telle que je la connaissais s'était arrêtée. Je ne pouvais plus aller à l'école seul, je ne pouvais plus jouer dehors, ni aller à l'épicerie. Une après-midi, un de mes frères a aperçu quelqu'un dans le garage. Le docteur Ramsey en est sorti en trombe et mes frères lui ont couru après, jusqu'à Cherokee Park, où il les a semés dans la forêt. Mes parents ont à nouveau appelé la police, mais ça n'a rien donné. Un matin, environ 2 semaines plus tard, nous avons retrouvé notre chien, pendu au porche de notre maison. C'était un magnifique berger allemand, né le même jour que moi. Nous étions tous effondrés. Les flics ont dit qu'il n'y avait aucune preuve que c'était lui. Ils ont jugé que sa mort était accidentelle, mais aucun de nous ne le croyait. Ces appels téléphoniques sont devenus de plus en plus inquiétants. Ils savaient qui était à la maison et qui ne l'était pas. Ils parlaient aussi de la maison elle-même, de la fenêtre de la cuisine qu'ils pouvaient facilement ouvrir avec un couteau même si elle était fermée à clé, et des portes-fenêtres dont la serrure pouvait être ouverte de l'extérieur si on les secouait juste comme il fallait. Cette nuit-là, mon père a planté des clous au bas des porte-fenêtres jusqu'à ce qu'il puisse commander une nouvelle serrure. Bon, c'est clairement une histoire d'horreur et les choses ne font qu'empirer au fil du temps. Ainsi, la réditrice détaille comment, un soir que leurs parents s'étaient absentés, ils ont aperçu une silhouette qui essayait de forcer les porte-fenêtres. Les enfants prennent peur, montent à l'étage, puis, lorsqu'ils redescendent, ils voient quelqu'un à la porte arrière de leur maison qui tente de leur faire croire qu'il vient livrer une pizza. Bref, ils appellent la police et finissent la soirée chacun équipé d'un couteau, au cas où leur harceleur tenterait de rentrer de force. Puis, elle explique qu'un de ses frères avait la sensation désagréable d'être observé, toujours cette même nuit. Il a regardé dans la cuisine, à l'entrée de la salle à manger, aux fenêtres. Il ne voyait rien, mais il sentait des yeux sur lui, alors il s'est rapproché de la porte-fenêtre pour mieux voir. Les lumières de la cuisine se reflétaient sur les vitres, donc il ne pouvait pas voir dehors. Il s'est approché, plus près encore, jusqu'à ce qu'il soit tout contre la vitre, puis il a mis ses mains en coupe autour de son visage pour voir l'extérieur. De l'autre côté de la vitre se trouvait le docteur Ramsey, avec un grand sourire. Mon frère s'est retourné pour appeler mes frères, et quand il s'est tourné à nouveau vers la vitre, l'autre était parti. Ils sont ressortis dans le jardin pour le chercher, mais ne l'ont pas aperçu.
Le harcèlement continue de s'intensifier dans les mois qui suivent. Sweet Mercy raconte que le docteur Ramsey venait pendant la nuit pour taper à leur porte, mais qu'il est également venu jusqu'à son école et qu'il a appelé le secrétariat en prétendant être son père, en disant qu'il allait venir la chercher. Peu de temps après, je me suis réveillé une nuit et je suis descendu à la cuisine pour boire un verre d'eau. Et là, assis dans le noir, se trouvait mon père. Sur la table, il y avait un pistolet. Il m'a dit qu'il était fatigué que la police attende que le docteur Ramsey fasse quelque chose, qu'il était fatigué que ses enfants soient terrorisés, qu'il était fatigué de partir travailler la peur au ventre à l'idée que quelque chose puisse nous arriver pendant qu'il n'était pas là. Je suis resté assise avec lui pendant un moment, à le regarder, avant qu'il me renvoie au lit. Tous ces événements se sont déroulés sur une période d'environ 18 mois. Puis, aussi soudainement que ça avait commencé, ça a complètement cessé. Le docteur Ramsey a disparu de nos vies, les appels téléphoniques, les passages en voiture, tout. Des années plus tard, j'ai découvert que lorsqu'il appelait, le docteur Ramsey disait à mes parents qu'il allait abuser de moi et me tuer, et qu'il ne pouvait rien y faire. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé pour qu'il disparaisse. Peut-être qu'il a fini dans un accident de voiture, enfermé en prison ou dans le coma, mais parfois je me demande si l'angoisse ne s'est pas terminée pour mon père cette nuit où il était assis dans le noir dans la cuisine. Je ne sais pas, et je ne suis pas sûr de vouloir savoir. L'histoire est terrifiante et pour autant que je puisse en juger, elle est vraie. La réditrice prévoyait d'écrire un livre sur le sujet, mais visiblement, elle ne l'a jamais fait. Elle précise aussi qu'elle a fini par poser la question à son père, pour savoir si c'était lui qui avait stoppé le harceleur de leur famille, mais elle ne précise pas quelle a été sa réponse. Néanmoins, il y a cet échange qui date de l'an dernier et qui peut nous renseigner. The Dragonborn 1992 lui demande « J'ai entendu ton histoire aujourd'hui et je suis désolé que vous ayez eu à subir ça. J'espère que le docteur Ramsey a eu un retour de karma et qu'il n'est plus présent. » Ce à quoi l'utilisatrice Sweet Mercy répond « Merci, je suis convaincu qu'il a rencontré son créateur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça nous donne un bon indice sur la réponse de son père. » Spy Husband. Dans cette histoire postée le 24 mai 2016, l'utilisatrice Losing My Mind 5 demande conseil à la communauté de Air Relationships, car elle soupçonne son mari de l'espionner quand il part en déplacement professionnel. Elle explique qu'ils sont mariés depuis 2 ans et qu'ils ont une relation normale et équilibrée. Mais depuis quelque temps, Henry, son mari, doit faire des déplacements professionnels d'1 semaine, environ 1 fois par mois. Et c'est depuis cela qu'elle se demande s'il ne l'espionne pas. Voici ce qu'elle raconte. Le premier incident s'est produit à la fin du mois de mars, lorsque mon mari est rentré à la maison et m'a demandé comment mon ami se sentait après la mort de son chien. J'ai d'abord répondu qu'elle était triste, mais que ça allait. 1 minute plus tard, je lui ai demandé comment il était au courant. Il m'a répondu qu'il l'avait vu sur les réseaux sociaux. La raison pour laquelle je lui ai posé cette question, c'est parce que j'avais eu une conversation téléphonique avec mon ami lorsque son chien était mort. De plus, elle avait désactivé son profil Facebook avant la mort de son animal, et la nouvelle n'y avait donc pas été partagée. Je lui ai demandé s'il me surveillait pour plaisanter, et lui m'a répondu très sérieusement « Pourquoi tu penses ça ?» Je lui ai expliqué et il m'a dit « Non, je l'ai vu sur Facebook ». J'ai alors mis son attitude défensive sur le compte de la fatigue et du jet lag. Le deuxième incident s'est produit en avril, lorsque je suis sorti avec des amis pendant le week-end. Le samedi soir, je lui avais envoyé un message pour lui dire que je le préviendrais dès mon retour à la maison, vers 00h30. Je suis rentré plus tôt, vers 23h, et j'ai traîné dans la cuisine pendant une vingtaine de minutes. J'avais complètement oublié de lui envoyer un message. Vers 23h20, j'ai reçu un texto qui disait « Tu es à la maison ?» Je lui ai répondu que oui, que j'étais en train de ranger la cuisine et que j'allais me coucher. Je lui ai demandé comment il le savait et il m'a répondu « Je me suis juste dit que tu serais déjà là ». Il m'a souhaité bonne nuit et je suis allé me coucher. En temps normal, je n'aurais rien pensé de tout cela, mais ce dernier incident m'a fait repenser à ces derniers mois. Vendredi, Henry est rentré plus tôt de son voyage mensuel. J'étais super excité parce qu'il n'a plus de voyage avant septembre. Quand il est rentré, il m'a demandé ce que j'avais fait de la semaine. J'expliquais mes activités quand il m'a demandé « Tu as eu de la visite d'amis à la maison ?» J'ai dit que non, et il a répliqué « Ah, vraiment ?» J'ai dit oui, et à ce moment-là, j'étais vraiment confuse parce que je n'avais reçu aucun ami chez nous. Il a soupiré, puis il est parti. Encore une fois, j'ai mis cela sur le compte de la fatigue. Je suis allé dans la chambre et je lui ai demandé s'il allait bien. Il m'a répondu que oui. Plus tard dans la soirée, nous parlions de ma semaine et j'ai mentionné que mon frère avait déposé des albums photos de mon père. Henry a dit « Ah, ton frère était là ? Ok. » Et puis il a marmonné « Je comprends mieux » en s'éloignant. J'ai une ouïe très fine et je ne pense pas qu'il ait conscience que je l'ai entendu. S'il a caché une caméra, peut-être a-t-il entendu une voix masculine et supposé que c'était celle d'un ami. Mon frère n'est pas entré dans la maison, nous avons juste parlé sur le porche avec la porte d'entrée ouverte.
Dimanche dernier, comme il rendait visite à sa mère, j'ai décidé de faire quelques recherches dans la maison. Je ne voulais pas que ce soit trop flagrant, alors je me suis promené nonchalamment dans les pièces, en renversant accidentellement certains objets et en les inspectant quand je les ramassais. Je suis sûr qu'il a remarqué parce qu'il m'a appelé pour me demander ce que je faisais. Je lui ai dit que je traînais et il m'a demandé à quoi faire. Je lui ai dit que je regardais la télé, qui était en effet allumée. Il a fait une pause et il a dit « Je pars bientôt, je serai à la maison dans 20 minutes », alors qu'il était censé rester chez sa mère encore 3 heures. Quelqu'un m'a dit que j'exagérais et que tout cela n'était pas si étrange. Est-ce que c'est moi qui vais trop loin dans mon interprétation? Il y a forcément quelque chose qui se passe, non? Dans les commentaires, plusieurs redditeurs lui conseillent de couper le wifi lorsque son mari partira à nouveau en voyage. Cela lui permettra d'inspecter la maison en toute discrétion. Mais un autre va plus loin, en expliquant que les caméras ont des systèmes de sauvegarde et que l'enregistrement risque de la montrer en train d'effectuer ses recherches. Le mieux consiste donc à couper le courant. De plus, si la caméra n'est plus alimentée en électricité, elle pourrait se mettre à biper, ce qui facilitera ses recherches. Il y a encore plus paranoïaque comme réponse, mais surtout peut-être encore plus pertinent, c'est celle postée par Spanky Bottom. Je bosse dans l'informatique et je sais comment enregistrer l'activité d'un routeur, installer des enregistreurs de frappe et surveiller l'utilisation d'un téléphone. Il existe de très petites caméras dont l'objectif fait la taille d'une tête d'épingle et l'ordinateur lui-même n'est pas plus grand qu'une carte de crédit. Tu peux en acheter en ligne pour 50 $ et les installer toi-même en 1 heure. Je peux t'aider, mais tu devrais me contacter à partir d'un nouveau compte, créé sur l'ordinateur d'une bibliothèque publique. Ton compte Reddit actuel est en réalité tous tes comptes, email, banque, réseaux sociaux, tout est compromis. Oui, tu as des raisons de t'inquiéter. Et toi le mari, je sais que tu lis ça. Tu devrais être encore plus inquiet. J'ai un conseil à te donner, avoue tout. Aujourd'hui, dès que tu auras lu ceci. Dans l'historique de ses commentaires, Losing My Mind 5 dit à plusieurs reprises qu'elle va donner des nouvelles par rapport à son histoire. Ce qu'elle ne fera jamais. Mommy's Little Girl. Cette histoire part d'un commentaire sous un thread qui parle d'un article de journal. Cet article s'intitule « Qu'y-a-t-il de mal à ce que je donne toujours le sein à mon enfant de 13 ans ?» Vous imaginez que c'est le genre de sujet qui fait débat dans les commentaires. Et parmi les réponses, on trouve celle-ci. S'il a 13 ans et qu'il est toujours nourri au sein, il a sans doute déjà développé un fétiche. De ma propre expérience, j'ai été nourri au sein jusqu'à l'âge de 15 ans, je suis une femme, et je suis persuadé que c'est à cause de ça que j'ai un fétiche incestueux. Bon, là on ne va pas tourner autour du pot, il y a un dossier de ouf, et c'est pour l'explorer dans tous les sens que la redditrice accepte de faire un posez-moi toutes vos questions. Vous pourrez y trouver les réponses à tout un tas de questions comme « Vous n'en parliez pas dans la famille ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez arrêté ? Ou « Est-ce que ta mère a produit du lait pendant ces 15 années ?» Bref, si vous êtes curieux, le message a été partagé sur mon subreddit. Et c'est sur ce poste que nous quittons ce niveau de l'iceberg pour nous enfoncer dans la strate inférieure, avec une histoire qui est à l'image de ce qu'on trouve dans ses profondeurs. Noire et glaçante. Elle est postée le 28 juillet 2012 en réponse à un thread demandant « Reddit, quelle est l'histoire la plus creepy qu'on vous ait jamais racontée ?» L'utilisateur RW Bingham explique ceci. C'était aux environs d'Halloween et des amis et moi nous racontions des histoires de fantômes. Mon amie a dit qu'elle allait raconter une histoire à propos du premier rendez-vous de ses parents. Elle a précisé qu'elle n'aimait pas raconter cette histoire car elle était véridique, mais nous l'avons encouragée à le faire. Pour faire court, ses parents avaient passé un premier rendez-vous sympathique. Et à peu près au moment où ils auraient dû se souhaiter bonne nuit, le père de mon ami a suggéré qu'ils aillent faire une randonnée de minuit dans le Provo Canyon. Ils connaissaient l'endroit pour avoir fait pas mal d'escalades dans le coin. Ils ont donc conduit jusqu'à l'embouchure du canyon, sont sortis de leur voiture et ont commencé à se promener à la lueur des étoiles. À un moment donné, son père a commencé à avoir une sorte de mauvais pressentiment, car le sentier à suivre, qui passait sous les arbres, était sombre, et parce qu'il se faisait tard. Mais il a décidé d'ignorer ce sentiment et poursuivit son chemin. Plus tard, alors qu'il parlait de cette histoire, sa mère lui dira qu'elle avait ressenti la même chose, sans doute au même moment, bien qu'elle ne connaissait pas le sentier comme lui. 1 minute plus tard, le pressentiment est revenu à son père. Il l'ignore à nouveau et commence à marcher un peu sous les arbres lorsque son pied heurte quelque chose de mou au milieu du chemin. Il faisait trop sombre pour voir ce que c'était et la sensation de malaise est revenue plus forte que jamais. Mais au lieu de chercher à savoir ce que son pied avait heurté, les deux ont décidé de retourner en vitesse à leur voiture. Des années plus tard, alors qu'ils étaient mariés depuis un certain temps, ils regardaient une interview du tueur en série Ted Bundy. En réponse à une question, qui lui demandait le moment où il s'était senti le plus proche d'être attrapé, il a parlé de la nuit où il avait attiré une fille dans Provo Canyon. Il venait de la tuer lorsqu'il a entendu des gens arriver sur le chemin de randonnée. Il a expliqué qu'il s'était caché dans les arbres en vitesse pour voir un type marcher droit dans le corps, puis, pour une raison ou une autre, faire demi-tour et repartir. En résumé, les parents d'une amie sont tombés sur un cadavre frais laissé par Ted Bundy lors de leur premier rendez-vous. Waouh!
J'imagine le traumatisme à retardement, le choc que ça a dû leur faire des années plus tard de se rendre compte de ce qui s'était passé. En cherchant à vérifier si cette histoire était vraie, car je suppose que si c'est le cas, on doit pouvoir retrouver l'interview en question, je suis également tombé sur ce commentaire que j'ai trouvé plutôt pertinent. Je me souviens toujours de cette histoire parce qu'elle contribue à perpétuer la théorie selon laquelle un mauvais pressentiment pourrait être légitime. La sensation de malaise vient des phéromones libérés par la victime, des odeurs qui font office d'avertissement subconscient de la peur intense ressentie par quelqu'un d'autre. En bonus, ça rend toute histoire où quelqu'un a ce genre de pressentiment encore meilleur. Ça signifie qu'un cadavre pourrait être à quelques mètres ou que quelque chose d'horrible vient de se produire quelques instants auparavant. Voilà une information que je ne connaissais pas et que je ne risque pas d'oublier après avoir entendu cette histoire. Persona perverte. Je ne connais pas du tout cet univers, je tiens à le préciser. Mais il existe un subreddit dédié à Megaten, une série de jeux vidéo développés par Atlus et dont la franchise Persona fait partie. C'est donc un endroit où discuter des jeux et où poster de la fanfiction, entre autres choses. Et c'est de cela, et en particulier des fantasmes inquiétants d'un redditeur, qu'il va être ici question. Le 27 avril 2015, cet utilisateur, dont le compte a depuis été supprimé, poste le message suivant. Les réflexions d'un homme sur les waifus de Persona. Alors, avant toute chose, qu'est-ce qu'une waifu? Le mot correspond à la prononciation du mot anglais wife en japonais. Donc, en résumé, une waifu, c'est un personnage d'anime dont on est amoureux et avec qui on aimerait se marier. Maintenant que ce cadre est posé, quelles sont les réflexions de cet homme sur ces personnages féminins du jeu vidéo Persona? Eh bien, accrochez-vous car voici la liste des entrées. Je ne vais pas vous faire la traduction de ces différents sujets, mais on va aller en regarder un. Au hasard, et parce qu'on n'en a pas encore parlé dans cette vidéo, allons voir l'entrée intitulée « Cannibalisme ». La voici. Si vous tuiez les filles de Persona 3 et 4, cuisiniez leur corps pour les manger, quel goût aurait leur viande selon vous? Vous connaissez le principe. La viande de Mitsuru serait tendre et de grande qualité. En mordant dedans, elle fondrait dans votre bouche, douce et crémeuse. Elle serait légère et moelleuse et vous seriez capable d'en dévorer une grande portion avant d'être rassasié. Les meilleurs morceaux seraient ceux de sa poitrine et de ses cuisses, car ils contiendraient le plus de viande tendre. Ok, bon, là c'est de la fanfiction version Hannibal Lecter. Je ne vous dis pas la suite parce que je voulais juste vous donner un avant-goût. Mais si vous avez vraiment envie de faire un petit tour dans la tête d'un mec visiblement perturbé, vous trouverez le lien dans mon subreddit comme d'habitude. Blackmail got him his wife. Encore une fois, on va découvrir ici une histoire bien sombre, celle que l'utilisateur Fucking Jeff Over poste en réponse à un sujet sur Ask Reddit qui demandait « Quel est le secret que vous cachez à votre famille et que vous emporterez jusque dans votre tombe ?» C'est le genre de thread qui commence bien, n'est-ce pas? On va faire ici connaissance avec un génie du mal qu'Eric Cartman lui-même pourrait prendre comme modèle. Voici ce qu'il raconte. Il y a quelques années, ma copine, que nous appellerons Deb, et moi étions de sortie avec une de ses amies, que nous appellerons Sarah. Ce jour-là, Sarah déverrouillait sans cesse son téléphone pour prendre des photos. Du coin de l'œil, j'ai aperçu son code PIN et je l'ai enregistré dans une note sur mon téléphone. Quelques mois plus tard, Sarah et Deb étaient chez moi quand elles sont allées se baigner dans la piscine. Sarah avait laissé son téléphone à l'intérieur. J'ai utilisé son mot de passe et là, jackpot. Des nudes, des vidéos, des messages avec un type à qui elle parlait, appelons-le Jeff, ainsi que des tonnes de dick pics et de vidéos de lui en train de se toucher. Deb était sexy, mais Sarah était une ancienne fille en surpoids qui avait travaillé comme une folle pour devenir un véritable canon. Avec cette mine d'or de photos et de vidéos, j'ai concocté un plan lent, très lent. J'ai d'abord rompu avec Deb, petit à petit, mais en gardant le contact avec Sarah. J'ai ensuite créé un alter ego en ligne, on l'appellera Vanessa. Pendant des mois, j'ai fabriqué cette identité en ligne pour qu'elle ait l'air réelle. Ce faux compte a commencé à suivre Sarah sur tous les réseaux sociaux. Elle acceptait toutes les demandes d'amis. Puis Vanessa a fait chanter Jeff. Jeff a eu 2 jours pour arrêter de parler à Sarah, ou alors les photos de ses parties intimes seraient divulguées. Il s'est dégonflé et il a laissé tomber Sarah comme une patate chaude. Mais Sarah avait une volonté beaucoup plus forte. Quand Vanessa a dit à Sarah d'arrêter de parler à Jeff, ou alors ses photos seraient diffusées, elle s'est rebiffée. J'ai alors su que je devais changer de tactique. Vanessa a disparu pendant un moment, jusqu'à ce que je puisse avoir le téléphone de Sarah entre les mains. Un jour, Sarah était chez moi et elle a, entre guillemets, perdu son téléphone. Je l'ai, entre guillemets, retrouvé le jour suivant et je lui ai redonné. Mais pas avant d'y avoir installé une application espionne qui me permettait de suivre tout ce qu'elle faisait.
Quelques semaines plus tard, Vanessa s'est manifestée à nouveau, mais cette fois-ci armée des conversations que Sarah avait avec tout le monde. Tout en surveillant les réactions et les soupçons de Sarah, j'ai fait en sorte qu'elle comprenne que Vanessa n'était pas réelle. Mes amis savent que je suis plutôt doué avec la technologie, et donc, un jour où je discutais avec Sarah, elle s'est effondrée en larmes en me racontant qu'elle avait envoyé des nudes et des textos à un mec, mais que quelqu'un avait piraté son téléphone et qu'elle était victime de chantage. Elle m'a alors demandé si je pouvais l'aider. Pour faire court, je lui ai fait croire que Jeff se faisait passer pour Vanessa. Je lui ai fait croire qu'il avait créé ce faux profil pour faire chanter Sarah et la pousser à faire des trucs sexuels tordus. Sarah l'a quitté et devinez qui était le héros de l'histoire ? Moi. J'avais démasqué Vanessa, Sarah était maintenant en sécurité grâce à moi. Et une fois que nous avons fait chanter Jeff, cette Vanessa a disparu. Vous savez, par souci de réalisme. Sarah et moi avions surmonté cette tragédie ensemble. Et on a commencé à sortir ensemble peu de temps après. Elle ne voulait plus jamais tenter de relations à distance et souhaitait sortir avec quelqu'un qui vivait près d'elle. 4 ans plus tard, nous nous sommes mariés. En résumé, des mois de mensonges planifiés, de chantage et d'espionnage m'ont rapporté ma femme. Alors, maître de la sociopathie et de la manipulation ou pas ? Dans les commentaires, certains estiment qu'il n'a fait que jouer une version hardcore du jeu de la séduction et que Sarah en rigolerait si elle apprenait ce qui s'était passé. J'ai franchement du mal à le croire, apprendre que le type lui a volé ses photos, l'a fait chanter et a réussi à faire passer son petit ami de l'époque pour un pervers dans le but de se mettre avec elle, c'est plus que machiavélique, c'est carrément maléfique. Bref, quoi qu'il en soit, le Redditor porte bien son nom, fucking Jeff Over, et pas de doute, il a bien berné Jeff, pour dire ça poliment. Cette histoire est tout simplement what the fuckesque. Elle est postée le 8 janvier 2017 par l'utilisatrice WTFDAD266 sur le subreddit r/relationships. Le message porte ce titre. J'ai trouvé des photos d'animaux morts et disséqués et des photos de cheveux dans l'ordinateur de mon père. Voici ce qu'explique la redditrice qui a 19 ans au moment où elle publie son message. Mon père a toujours été quelqu'un de vraiment super. Mon frère et moi ne l'avons jamais vu se mettre en colère et même s'il est sévère, il ne crie jamais. L'un de ses passe-temps favoris est le bricolage. Il fabrique des meubles, de l'électronique, à peu près tout et n'importe quoi. Quand nous étions plus jeunes, il me fabriquait des maisons de poupées et des cartes pour mon frère. Il a même son propre atelier qu'il a construit lui-même et où il passe beaucoup de temps, quand il n'est pas en train de plaisanter avec nous ou avec ma mère. Ce que j'essaye de dire, c'est que c'est quelqu'un de gentil. Il aime passer du temps en famille, il ne jure jamais devant nous et c'est un père vraiment génial. Son atelier est situé dans le jardin, mais il a aussi une chambre séparée dans la maison qui lui sert de bureau. Il ne nous laisse pas entrer ni dans l'un ni dans l'autre sans sa permission, ou sans qu'il soit présent d'ailleurs. Ça ne m'a jamais perturbé plus que ça, car il nous laisse y aller lorsqu'il est là et qu'il n'y a rien de bizarre dans son bureau ni dans son atelier. De plus, mon père est un maniaque de la propreté, donc il n'aime pas avoir un environnement de travail désordonné. Et puisque l'atelier est rempli d'outils, j'ai toujours pensé qu'il ne voulait pas qu'on s'y blesse. Bref, mon imprimante est tombée en panne la semaine dernière et j'avais besoin d'imprimer un devoir. J'allais demander à mon père l'autorisation d'utiliser son imprimante, mais il n'était pas dans son bureau. La pièce était ouverte, elle est normalement fermée à clé lorsque mon père n'est pas là, et l'ordinateur était déverrouillé, avec des documents ouverts liés à son travail. J'avais juste besoin d'imprimer quelques pages, donc j'ai utilisé son imprimante. Pendant que ça imprimait, j'ai voulu faire une recherche sur internet, et c'est là que j'ai remarqué un dossier nommé « Photos de famille de blabla ». J'ai pensé qu'il s'agissait de photos de vacances, prises pendant notre dernier voyage, quelques mois plus tôt. Je l'ai ouvert et j'ai trouvé des photos de nous, mais aussi d'autres qui semblaient avoir été prises dans son atelier. C'était des photos d'animaux disséqués et des photos de cheveux, comme des touffes de cheveux qu'on aurait coupées. Elles étaient de différentes couleurs et alignées. Désolé, je ne sais pas vraiment comment les décrire. Ça ressemblait à une collection ou quelque chose comme ça. Elles étaient disposées dans un certain ordre. C'était vraiment perturbant car ce n'étaient pas des photos trouvées sur Google, c'était des photos prises à la maison. Et ce n'était pas du tout le genre de mon père d'avoir ce genre de photos dans son ordinateur. C'est là que mon père est entré dans la pièce. Il ne pouvait pas voir ce que je regardais puisque l'ordinateur était tourné dos à la porte. J'ai fermé le dossier, je ne savais pas quoi dire sur le coup et il m'a demandé ce que je faisais, d'une voix normale et amicale. Alors je lui ai parlé de mon devoir et j'ai baratiné un truc sur une recherche internet, mais je ne pense pas qu'il m'ait cru. Il y a eu une pause et il m'a dit de m'éclipser dès que j'aurais fini car il était en plein travail. Il n'a pas bronché ni quoi que ce soit. C'était juste papa, mon père habituel, gentil et tout, mais j'ai senti quelque chose de bizarre dans l'atmosphère. Et depuis, j'ai l'impression qu'il est un peu méfiant en ma présence, tout en restant amical. Mon père passe toujours nous dire bonsoir avant qu'on s'endorme, comme quand on était petit, lol. Il s'est comporté normalement jusqu'à hier soir, où il s'est assis sur mon lit et où nous avons parlé de notre journée, comme on le fait d'habitude. Puis il s'est arrêté soudain et m'a demandé de manière très sérieuse. « Ma chérie, l'autre jour, quand tu étais sur mon ordinateur, est-ce que tu as fermé par accident quelque chose que je regardais ?»
Je me suis senti bizarrement effrayé quand il a dit ça, et je ne pouvais pas lui parler des photos, alors je lui ai dit que non, et j'ai essayé d'agir le plus normalement possible. Mais je sentais qu'il savait que quelque chose clochait. Il a quitté la chambre, mais m'a dit quelque chose qui m'a marqué. « Je sais que tu n'as pas fait exprès, ma chérie, mais la prochaine fois que tu veux utiliser l'ordinateur, peux-tu me prévenir? Il y a beaucoup de choses importantes là-dedans, et je pourrais perdre mon travail si toi ou ton frère effaciez quelque chose par accident. » Mon père n'agit pas bizarrement, mais j'ai ce sentiment qu'il est désormais super prudent. Et il ne travaille plus aussi souvent qu'avant dans l'atelier du jardin. De plus, et j'ai ressenti récemment que c'était un détail important, le travail de mon père l'oblige à partir souvent en voyage d'affaires, pour des durées qui vont d'1 jour à 6 mois si c'est un gros projet. Heureusement, il part en général seul et nous vivons au même endroit depuis longtemps maintenant. Mais pour une raison ou une autre, l'autre jour, pendant le dîner, il a suggéré qu'on déménage dans une nouvelle ville. Ma mère a toujours été favorable à cette idée, mais mon père ne voulait pas. Je ne comprends pas pourquoi il veut déménager tout d'un coup. Tout me semble si bizarre depuis que j'ai vu ces photos. Est-ce que je réagis de façon excessive? Je ne sais pas quoi faire. J'ai l'impression que je ne devrais pas en parler à mon père ou à ma mère, ni même à mon frère. Alors, la première chose à laquelle j'ai pensé en lisant ce post, qui a depuis été effacé, c'est au film Couple modèle, et à la nouvelle de Stephen King dont il est adapté. Dans ce film, on a une femme qui découvre que son mari est un tueur en série en trouvant une boîte où il garde des trophées appartenant à ses victimes, des bijoux, des cartes d'identité, etc. Et là, avec ce post, j'ai vraiment la même vibe. Le père parfait, idéal, toujours calme et amical, mais qui cache peut-être un monstre sous son masque de normalité. Oui, j'ai le vocabulaire, j'ai bouffé pas mal de true crime. Bref, du coup j'étais vraiment curieux de savoir à quoi ça allait mener tout ça. Certains éditeurs lui disent que son père se met peut-être à la taxidermie et qu'il n'en parle pas car c'est un hobby un peu crade. L'OP répond « J'y ai pensé et je me suis renseigné. Le truc c'est que les photos sur son ordinateur ne ressemblent pas du tout à celles qu'on trouve sur Google à propos de la taxidermie. Je n'ai pas vraiment envie d'expliquer, mais les photos sur Google montrent des cadavres d'animaux ouverts en deux. Mais ceux sur l'ordinateur de mon père ont plus l'air d'avoir été éventrés et déchiquetés. Et la plupart d'entre eux semblent avoir été étranglés ou quelque chose comme ça. » Et là, en réponse à ce commentaire d'OP, il y a un autre commentaire, malheureusement fantôme car retiré depuis, et dont on devine la teneur en voyant les réponses qu'il a suscitées. Quelqu'un a visiblement essayé de blanchir le père en mettant ça sur le dos de son travail, puis en disant à OP qu'elle s'imaginait des choses à cause de son anxiété. C'est ce qui fait dire à un autre redditeur « Ta réponse est si spécifiquement bizarre que j'aurais envie de répondre « On a trouvé papa ». Bref, OP répond en disant qu'elle n'est pas en train de dire que son père est un psychopathe ou un tueur de masse, mais que ce nouveau hobby avec ses animaux morts, ça ne lui ressemble pas du tout, et que son travail n'a absolument rien à voir avec ce genre de choses quoi qu'il en soit. Elle explique que même si elle ne sait pas encore quand elle va le faire, elle a bien l'intention d'en parler avec lui ou avec sa mère. Et là, je tiens à le dire, autant certains posts qu'on trouve sur Reddit sentent le fake à plein nez, autant celui-ci et les réactions d'OP me semblent réelles. Bon, je peux toujours me tromper, mais c'est un feeling que j'ai par rapport à ce post. Quoi qu'il en soit, un autre redditeur apporte une information que les experts en informatique connaissent déjà. D'après lui, son père sait très certainement ce qu'elle a vu, car sur Windows, il suffit de regarder les documents récents pour savoir quels sont les derniers fichiers qui ont été ouverts. Et le fait qu'il sache qu'elle a vu ces photos et qu'il ne vienne pas lui en parler pour lui donner une explication est en tant que tel vraiment suspect. Autre chose, si une bonne partie des commentaires parlent des animaux, qui pourraient être des cadavres ramassés au bord de la route, des roadkills comme on dit en anglais, ce qui m'interpelle encore plus, ce sont ces mèches de cheveux. Un autre redditeur lui demande s'ils ont l'air humains. La réponse d'OP est juste flippante. Je ne suis pas sûr, ça n'avait pas l'air d'une fourrure comme des poils d'animaux. Désolé, je n'arrive pas à trouver la manière adéquate de décrire la texture de ses cheveux. Il y a différentes nuances de marron, de noir et de jaune, et ils étaient disposés sur une table dans l'atelier. C'était de petites quantités et ça ressemblait aux cheveux qu'on voit sur le sol chez le coiffeur, mais en petite quantité. Traduction, oui, ça ressemblait donc à des cheveux humains. Sur le sujet des animaux, OP donne plus de détails en réponse à d'autres commentaires. Elle explique que dans le lot, il y avait un chat, pour sûr, et aussi un autre animal qui paraissait plus gros, peut-être un chien. Et lorsqu'on lui demande si des animaux ont disparu dans le voisinage, elle répond que sa mère a un jour parlé d'un chien disparu dans le quartier. Mais elle s'était dit que c'était le genre de choses qui arrivait, et son père n'avait pas réagi non plus. À plusieurs reprises, la redditrice dit qu'elle essaiera de poster une mise à jour, chose qu'elle ne fera jamais. Nous restons donc sur ce mystère en pouvant seulement imaginer ce qu'il cache. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais avant de partir ou de regarder la suivante, une dernière chose. Si cette vidéo t'a plu, laisse un pouce en l'air,
partage-la et indique en commentaire quelle a été ton histoire préférée. Enfin, et surtout, si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de m'aider à produire ces vidéos. Tu seras aussi évidemment prévenu dès que la dernière partie de cet iceberg qui explorera les abysses de ces posts les plus sombres de Reddit sera disponible. Merci à toi et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.